Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Louise Dumas. Louise qui a un bac en sciences infirmières, une maîtrise et un doctorat, qui a de l'expérience clinique en éducation, en administration, en recherche et une expérience importante en bénévolat aussi. Alors, je vais laisser, Louise, le soin de nous parler un peu de ton parcours et de nous expliquer le sujet dont tu voudrais nous parler aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, effectivement, j'ai une formation comme infirmière et j'ai terminé cette formation-là avec un postdoc au Karolinska Institutet à Stockholm avec ma mentor devenue amie et décédée aujourd'hui, Anne-Marie Widström. Alors, j'ai fait pas mal de recherches avec elle entre 2004 et 2014. Et en parallèle, j'étais comme maître évaluatrice des initiatives Amis des bébés. Alors, je représentais le Canada à ce qu'on appelle le BFA Child Network, qui est un réseau pour les pays industrialisés des personnes qui sont intéressées par l'initiative des hôpitaux Amis des bébés. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler de comment ça se fait que je suis dans ce truc-là qui s'appelle la trousse de vérification des compétences de l'OMS. C'est justement à cause de ce parcours-là comme maître évaluatrice. Comme j'étais déjà au network, quand l'OMS et l'UNICEF ont annoncé qu'ils voulaient mettre à jour l'initiative, le programme de l'initiative Amis des bébés, le network a travaillé intimement avec l'OMS et l'UNICEF. Et on a senti qu'on avait besoin de plus des connaissances et des expériences des autres organismes internationaux en allaitement. Alors, on a comme fait appel, quand je dis on, c'est le network, a fait appel à 4 autres organismes que vous connaissez probablement, WABA, IPFAM, la Leche League internationale, ILCA. Donc, avec nous, qui était le BFA Child Network, ça faisait le 5 Orgs collaboratif. Alors, on dit souvent le 5 Orgs, les 5 organisations. Et on a commencé à travailler vraiment très près de l'UNICEF et de l'OMS à partir de 2016. Jusqu'à temps que le guidance, donc le guide de mise en œuvre renouvelé de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés renouvelé, soit publié. Et ça, c'était en 2018. Alors, en mai 2018, on continuait à travailler avec l'OMS et l'UNICEF pour dire mais comment on implante ça maintenant que le guidance, la mise en œuvre nouvelle est sortie, comment on continue d'implanter ça. Et en mai, l'Assemblée mondiale de la santé a demandé à l'OMS de fournir les outils pour accompagner cette implantation-là du nouveau programme ou du programme renouvelé de l'IHAB. Alors, un des gros changements dans cette nouvelle mise en œuvre-là, c'était au niveau de la condition 2. Pour ceux qui connaissent l'IHAB, la condition 2 avant, c'était tout le monde doit avoir 20 heures de formation en allaitement ou en IAV. Alors, quand on allait comme évaluatrice, on s'assurait d'avoir le nom de tous les professionnels de la santé et on faisait OK, 20 heures, 20 heures, 20 heures. Oh, elle n'a pas son 20 heures, il va falloir que je l'évalue davantage. Oh, 20 heures, 20 heures. Mais jamais on avait regardé ce qu'elles étaient les compétences, sauf quand on évaluait le programme comme tel. Ce que ça change beaucoup, c'est que maintenant, la condition 2 ne requiert plus le 20 heures. Ce qui demande, c'est que quand on arrive en clinique, les responsables de cette personne-là en clinique font l'évaluation des compétences de cette personne-là. Et on va justifier la formation selon les lacunes qui sont identifiées. Alors, on avait beaucoup de besoin d'outils parce que c'est beau, hein? On avait déjà la formation internationale du 20 heures, qui a d'ailleurs été renouvelée aussi. Alors, avant, on avait juste à faire « tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait ». Là, c'était plus « tu l'as fait, tu l'as fait ». C'est « est-ce que tu es capable de la mettre en œuvre? » Est-ce que tu es capable de me démontrer tes compétences? Alors, comment, comme responsable de professionnel de la santé dans le milieu clinique, je suis capable de faire ça? Il fallait des outils. Alors, au 5 Orgs, à un moment donné,
on a dit, ça n'a pas de bon sens, il nous faut des outils, c'est ça qui est le plus urgent. Il y a des outils qu'on a besoin pour autre chose, entre autres le monitoring et tout l'évaluation externe, mais deuxième, la condition 2 était comme vraiment beaucoup plus importante et beaucoup plus urgente, je devrais dire. Alors, on est 5 qui se sont portés volontaires pour créer ce qu'on avait dit, c'est un outil d'évaluation des compétences des professionnels de la santé. Et ça a fait le toolkit, ça a fait la trousse de vérification des compétences qui est beaucoup plus que l'outil qu'on avait pensé faire. Alors, on a travaillé pendant 1 an à 1 fois ou 2 par semaine, les 5 auteurs. On continue encore à travailler ensemble pour travailler pour vraiment favoriser et faciliter l'implantation de la trousse d'évaluation des compétences. On est 5 qui se connaissaient un peu parce qu'on était dans le collaboratif des 5 orgs, mais 5 avec des compétences tout à fait complémentaires, ce qu'on n'avait pas vu venir. On est d'horizons différents, de professions différentes, on a des cultures différentes, on a des langues différentes. Naturellement, on a travaillé en anglais, mais j'étais la seule francophone à l'intérieur de ce groupe-là. Alors, on est 5 qui ont développé le toolkit, qu'on appelle en français la trousse de vérification des compétences. À ce sujet-là, Louise, j'aimerais juste apporter une précision pour les gens qui nous écoutent. Alors, on a parlé du guide de mise en œuvre qui, lui, est disponible en français. Le guidance. Il est déjà là. Qui est déjà là. Maintenant, quand on parle du toolkit, on le trouve en anglais, mais il y a une version en français qui est autorisée. Sur le point d'être. Ouais. Oui, ça a tout été traduit, revisé pour le Canada français, revisé pour l'Europe francophone, revisé pour l'Afrique francophone. Alors, tout le monde devrait se reconnaître avec un français international. Ça a été approuvé par l'OMS et l'UNICEF. C'est au stade du formatage depuis janvier. Alors, formatage, ça veut dire je mets les photos à bonne place, je me fais la mise en page et tout ça. Ça devrait arriver d'ici quelques mois en français. Okay. On a déjà la version avec, en anglais, on dit watermark, là, c'est un brouillon. On sait les termes déjà qui ont été approuvés. C'est juste une question de le mettre en format OMS. Oui, ça veut dire que toute la francophonie à l'échelle planétaire va pouvoir avoir ce document-là en français très bientôt, possiblement dans l'année. Je dirais d'ici quelques mois. C'est commencé depuis janvier et on parle de formatage seulement. Alors, la prochaine version, ça va être celle de l'espagnol qui a eu aussi à avoir une revision et qui n'est pas rendue au stade de formatage encore. Alors, peut-être une autre année pour l'espagnol. OK. Ben, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, quand on parle de la trousse de vérification des compétences, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, Louise, du lien entre les connaissances, les habiletés et les attitudes chez le personnel qui travaille en milieu hospitalier, qui sont en voie de devenir amis des bébés? On a eu à définir ça beaucoup, parce que ce que la revue de littérature de l'OMS, qui était préalable à la réanimation ou à la revitalisation de l'initiative, a fait, c'est qu'elle a démontré que le 20 heures, c'était pas assez. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir des connaissances, il fallait savoir comment les appliquer, ces connaissances-là, puis avoir l'attitude qu'il faut pour le faire et les habiletés qu'il faut pour le faire. Alors, on disait, on va parler de compétences plutôt que de savoir. En anglais, on dit knowledge. Knowledge, c'est savoir, donc savoir dans la tête. On dit skills, c'est habileté. Mais habileté, en français, on l'a aussi compris beaucoup par savoir-faire. Et attitude, qui est attitudes en anglais, mais qui est attitude en français, c'est beaucoup le savoir-être. Alors souvent, en français, on va parler de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. C'est pas parce que je sais comment faire ou que je sais comment être de ma personne. Alors, c'est pour ça que quand on a eu à travailler, nous d'abord, ce qu'on a fait comme groupe, comme les 5, c'est de prendre la liste des compétences qui avaient été définies dans la condition 2 du guidance, de la mise en œuvre de 2018. On s'est rendu compte qu'il en manquait. Entre autres, on ne parle pas de l'exclusivité de l'allaitement.
alors que c'est extrêmement important. Il y en avait trop parce qu'oubliez pas que la mise en œuvre de 2018 ne s'adresse qu'aux hôpitaux. Alors, il n'est plus question de milieu communautaire, même si dans plusieurs pays, comme nous au Québec, au Canada, il y a plusieurs pays, l'Italie, sont vraiment aussi en milieu communautaire pour les professionnels. Mais l'OMS a décidé que la version 2018 ne s'adressait qu'aux hôpitaux. Donc, on parle d'initiative Hôpitaux Amis des bébés. IHAB, oui. IHAB. Alors, ça veut dire qu'il y a des trucs dans les compétences qui avaient été identifiés qui n'appartiennent pas à l'hôpital, qui appartiennent aux communautaires plus tard. Je pense, par exemple, si je travaille à une salle de naissance, je n'ai pas à savoir comment accompagner une femme qui vit une mastite, parce qu'on espère que vous n'aurez pas de mastite dans 2-3 jours que vous êtes à l'hôpital. Alors, il a fallu faire le ménage dans la liste des compétences qui étaient là, et la plupart étaient tellement vagues qu'on aurait pu mettre à peu près n'importe quoi dedans. Donc, première chose, on a trouvé des références internationales pour définir c'est quoi une compétence au niveau clinique dans le domaine de la santé pour des professionnels de la santé. On a ensuite fait le ménage dans les conditions-là pour les redéfinir. Et ensuite, on s'est dit, OK, on fait comment pour les vérifier, ces compétences-là? C'est bien beau de dire, voici les compétences. Comment je fais pour savoir que tu les as et que tu me les démontres, les compétences? Alors, c'est là qu'on est arrivé avec des outils de savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors, on a développé un outil de vérification, la liste des choses qu'on s'attend de tout professionnel de la santé au niveau savoir, savoir-faire, savoir-être. On avait beau venir de pays différents, de cultures différentes, de langues différentes, de professions différentes, on n'avait pas la représentation de tous les pays du monde. Alors, on a envoyé cet outil-là à 20 experts. On a eu 20 experts de 17 pays et 6 organisations internationales qui ont décortiqué, phrase par phrase, mot à mot, l'outil. Pendant qu'ils ont fait ça, nous, on a développé ce qui manquait. Il nous fallait des questions à choix multiples pour le savoir, des histoires de cas pour le savoir-faire, savoir et savoir-faire, et des grilles d'observation pour que tu me démontres est-ce que tu es capable de savoir-faire et savoir-être en même temps pendant que tu es avec une diade mère-bébé. On a développé ça et ensuite, on a reçu l'ensemble des références ou des commentaires des experts. On a pris compte de chacun, même si c'était une question de mots. Il ne faudrait pas mettre ce mot-là, il faudrait se mettre tel autre mot. Mais en même temps, on a eu des suggestions plus grandes de la part des experts sur une façon autre de présenter la trousse. Parce que la trousse a été faite selon les 10 conditions. Alors, il y a les compétences qui sont là, qui sont développées en 64 indicateurs de performance. Ça veut dire 64 trucs que je peux aller observer chez un professionnel de la santé. Là où on nous a dit, peut-être que ce serait le fun de les présenter aussi, mais avec un modèle de domaine périnatal. Parce que là, ceux qui ont à faire de l'enseignement, généralement, ils ne vont pas y aller par les 10 conditions, mais ils vont y aller plutôt par des domaines périnatals, c'est-à-dire le prénatal, le perinatal, le postnatal, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il est imposant. Quand vous allez voir la trousse, c'est comme, oups, voilà, c'est gros, c'est quelque chose à implanter. C'est qu'il faut que vous connectiez le texte et ensuite, je choisis de travailler soit selon les 10 conditions ou soit selon les domaines périnatals. Ce sont les mêmes 64 indicateurs de performance, mais présentés dans 2 schémas différents, 2 façons différentes d'entrevoir la vérification des compétences. Ceux qui sont plus côté éducation préfèrent domaine parce que c'est leur façon de travailler. Ceux qui sont plus au niveau clinique en termes d'implanter ou revitaliser l'initiative Amis des bébés dans leur domaine vont préférer selon les 10 conditions. Donc, si je comprends bien, la trousse nous présente 2 documents en un, puis les gens vont choisir, les centres vont choisir la version qui colle mieux à leur mission ou à leur but, objectif. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la condition 2 a changé drastiquement. Il y a eu un shift au niveau paradigme, c'était incroyable parce qu'avant, c'est ça, on s'attendait à
OK, tu as eu la formation, tu es correct. Tu as eu la formation, tu es correct. Là, c'est plus ça du tout, là. On vérifie, même pas si tu as fait la formation, on vérifie est-ce que vous avez les compétences pour être dans ce milieu-ci à ce moment-ci. Et si vous ne les avez pas, on va uniquement vous former sur vos lacunes et non pas sur un ensemble de 20 heures, par exemple. Fait que ça a changé la donne. Idéalement, et c'est ce que je rêve, mais je ne sais pas si je vais avoir ça de mon vivant, c'est que la trousse soit utilisée pour la formation avant la graduation, formation initiale. Je veux devenir médecin, infirmière, sage-femme, nutritionniste, psychologue, bon, je veux devenir tout ça. Au niveau savoir, là, je devrais tout savoir ça. Donc, les questions à choix multiples pour les 64 indicateurs de performance, je devrais tout le savoir dans ma tête. Ça, c'est le commun des mortels qui sait ça. N'importe quelle maman quasiment est capable de répondre à ça. Je ne comprends pas pourquoi les professionnels, on n'est pas capable de répondre à ça. Là où c'est différent ensuite, c'est selon où je vais aller travailler. Quand j'arrive dans mon milieu, si je suis infirmière et que je ne travaille qu'avec des prématurés, bien, il y a des trucs du prénatal que je n'ai pas de besoin. Il y a des trucs du postnatal maman que je n'ai pas de besoin. Par contre, si je travaille juste en prénatal, bien, il y a des trucs du postnatal loin que je n'ai pas de besoin. Mais si, par exemple, je suis une sage-femme et que mon travail, c'est le prénatal, le perinatal, le postnatal, bien, il faut tout que je le sache. Et pas juste savoir-faire et savoir-être à ce moment-là. C'est pour ça que l'outil a l'air gros. Ce qu'on est en train de travailler actuellement, parce qu'on continue à travailler, l'équipe de 5, c'est de décortiquer justement. Si mon rôle attendu, selon mon pays, selon mon hôpital où je travaille, c'est à la salle d'accouchement seulement, et je travaille avec mère-bébé, mais je ne suis pas en postpartum et je ne fais pas de prénatal. Je n'ai pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes attentes en regard de moi que si je travaille dans surtout le continuum, par exemple, ou si je travaille juste en postpartum. Alors, le savoir doit être le même partout, mais dans les 64 indicateurs, ceux qui touchent le savoir-faire, le savoir-être, dépendent de ce qu'on attend de moi dans mon travail. Alors, ça fait plus petit un peu, c'est comme moins gros, là. Oui, c'est plus ciblé, avec une base commune pour tout le monde, mais les compétences sont ciblées selon les rôles de chacun. Et on ne veut pas dire à l'international selon le type de profession parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Alors, à certains endroits, il y a des infirmières qui font le travail, d'autres endroits, c'est des sages-femmes, d'autres endroits, c'est des médecins. Ça n'a pas d'importance, entre guillemets, qui fait quoi, mais ce qu'on attend de ce professionnel-là à ce moment-ci, dans ce milieu-là. Et c'est ça qui est important au niveau des compétences. Comme pour n'importe quel type de compétences, si je travaille en cardio, en chirurgie, il y a des trucs qu'on s'attend, bien là, c'est en pratique périnatale. Exactement. Alors, si tu avais à parler, Louise, à quelqu'un qui est responsable de l'éducation sur un département et qui doit utiliser le toolkit ou la trousse, pardon, qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour faciliter l'usage de cet outil-là? Avec tout le personnel, tous les travailleurs de la santé qui sont concernés. Je pense que, tu sais, admettons que je suis infirmière-chef ou je suis directrice de la périnatalité, j'ai besoin de m'assurer que mon personnel a les compétences, peu importe le personnel. Une des choses que je pourrais faire, c'est de décider que tout le monde passe le test des questions à choix multiples et ensuite, on va voir où sont les lacunes. J'ai peut-être pas besoin de savoir qui au juste, quelle personne, mais peut-être le type de professionnel ou est-ce que tout le monde qui travaille en prénatal a les compétences ou ils ont des lacunes similaires? Est-ce que ceux qui travaillent en perinatal, en postnatal, alors au moins au niveau savoir, parce que si j'ai pas le savoir, ben je peux pas vraiment avoir le savoir-faire puis le savoir-être. Alors, allez vérifier ça, soit tout le monde ensemble, ou soit par discipline, ça dépend de la culture de votre environnement, ou soit je dirais, moi j'aime beaucoup par condition, naturellement, je suis maître évaluatrice, c'est que j'aime mieux par condition. Admettons qu'on dit, je ne sais pas, je veux vérifier la condition 4 à l'hôpital. Qu'est-ce que ça a de l'air, la condition 4? Est-ce que tous mes professionnels de la santé savent?
Puis ceux qui doivent l'implanter, la condition 4, c'est-à-dire le pot à pot, est-ce qu'ils savent comment? Puis est-ce qu'ils le font correctement ensemble et pas en silo? Moi, je fais ci, toi, tu fais ça. Hein? Est-ce que ça se fait vraiment en équipe? Alors, je pourrais faire un cercle de qualité, en évaluation de la qualité, de dire, OK, cette année, notre focus, c'est condition 4. Alors, on va tout passer les questions pour tout le monde pour savoir est-ce que vous avez le savoir. Et si vous ne l'avez pas, bien, OK, on va faire de la formation. Si vous l'avez, mais qu'il manque quelques affaires, bien, peut-être que ça peut se reprendre plus tard avec des études de cas. Et là, de discuter, c'est ça qui me manquait, c'est ça qui me manquait, pour être capable de voir, est-ce que je suis capable de travailler en équipe ensuite? Et là, c'est des grilles d'observation, des audits comme on fait pour n'importe quel programme d'évaluation de la qualité. J'arrive et je fais l'observation. Est-ce qu'en équipe, ça va bien? Ça roule-tu bien? Ça coule-tu bien? Ou non, on a besoin de faire quelque chose. Alors, selon les résultats, je peux y aller soit tout mon monde pour tout, ce qui est gros, soit condition par condition, ou je peux décider que j'y vais par discipline parce que cette année, j'ai le focus sur les médecins, ou j'ai le focus sur les sages-femmes, ou j'ai le focus sur les nutritionnistes. Je pourrais aussi décider de dire, bon, ben OK, aussitôt qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Alors, les nouveaux gradués arrivent en bunch, d'habitude en groupe, plusieurs à la fois. Bon, est-ce qu'on peut vérifier qu'est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils ont la compétence au niveau savoir? Alors, leur faire passer toutes les questions. Tant mieux s'ils savent tout. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, et on le sait parce que c'est des nouveaux, c'est comment le faire. Donc, ils ont besoin de mentorat, ils ont besoin de l'équipe pour les accompagner là-dedans. Alors, c'est comme une des choses. Soit je fais ça parce que je suis déjà dans l'IAB, soit je fais ça parce que je vais être réévaluée. La recertification s'en vient. Je veux savoir si mon monde a perdu un petit peu ou bon. Et tant mieux parce que si cette trousse-là, c'est les compétences minimales internationales pour tous les professionnels de la santé. Si vous me dites, ben moi, mon équipe, ils ont tous été capables de répondre, puis j'ai beau faire les études de cas, puis j'ai beau faire les grilles d'observation, ça roule comme aïe aïe, mettez vos énergies ailleurs. Ça veut dire que cette condition-là, elle va bien. Allez plus haut, puisque ça, c'est le minimum. Ben, continuez pour encourager votre monde, continuez à faire autre chose. Mais ne faites pas 20 heures, 20 heures, 20 heures, 20 heures, alors qu'ils n'ont pas de besoin. Vous allez perdre votre monde comme ça. Oui, et les gens, les ressources financières, dégager le personnel pour la formation si alors ils n'en ont pas besoin. Fait que tu nous dis qu'on s'est éloigné là, d'un modèle de checklist du nombre d'heures par personne, puis là, on y va vraiment par compétence, par individu. Est-ce que cette personne-là sait? Est-ce que cette personne-là sait comment le faire? Et est-ce que cette personne-là a la bonne attitude pour mettre en pratique les meilleures pratiques? Soit par personne, soit par groupe de professionnels sur mon unité de soins, ou soit toute mon équipe de soins, et par condition, par exemple, ou par domaine. T'sais. Alors, ça dépend ce que j'ai comme énergie, ce que j'ai comme vision, où je suis. Admettons que je suis responsable de la périnatalité et qu'on est dû pour être réévalué à des bébés. Bien là, je veux savoir si vous avez toutes gardé vos compétences parce que la première fois, vous les aviez. Alors, je veux savoir où vous en êtes rendu et là, j'ai besoin pour toutes les conditions puis pour tout mon monde. Mais si c'est juste, OK, ça a bien passé, je veux savoir où on pourrait aller plus loin, mais d'abord, il faut que j'aille ma base. Bon, ben là, je peux y aller sur une condition à la fois ou je peux y aller sur un groupe à la fois ou un individu à mesure qu'il arrive chez nous dans l'équipe. Donc, ça donne beaucoup d'options, finalement, pour pouvoir utiliser cette trousse-là puis pour pouvoir améliorer les pratiques sur les départements. Et idéalement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tous les professionnels de la santé soient formés selon ces 64 indicateurs de performance. Si tout le monde a cette formation-là au niveau savoir au départ, bien, ce qu'il nous reste à faire quand on arrive dans les milieux, c'est OK, ils ont ce savoir-là, comment on fait pour le mettre en pratique maintenant chez nous? C'est une question de qualité de soins de base. Je ne peux pas dire je ne le connais pas, je ne le sais pas. Ça a été identifié. On s'attend à ce que tous les professionnels de la santé aient ça comme minimum. Alors, c'est la responsabilité aussi de chacun, si mon établissement ne fait rien, de dire, coudonc, je vais aller voir ça, moi, comment je me situe par rapport à ça et aller chercher la formation qu'il me faut si je ne l'ai pas.
Ben, merci beaucoup, Louis. J'apprends beaucoup avec toi encore aujourd'hui. Je sais pas, je voudrais te laisser le mot de la fin pour les gens qui entrevoient, qui sont soit déjà dans le processus de l'accréditation Amis des bébés ou qui voudraient s'y engager dans les prochains mois, prochaines années. Peut-être un mot d'encouragement, un mot de... Moi, je pense que comme c'est la base et que c'est déjà identifié, ça va déjà être dans notre langue bientôt. Les outils sont là, il ne faut pas réinventer la roue, il faut juste dire comment je peux me servir de ça chez nous. Et ça, c'est le même principe que quand je décide de devenir amie des bébés comme établissement. On me dit toujours par quoi on commence, Louise? Ben, tu vas commencer par regarder chez vous, c'est quoi la culture de ton établissement? Ça marche-tu d'en haut à en bas ou ça marche d'en bas en haut? Si ça marche d'en haut en bas, tu vas commencer par avoir ton respect du code, ta politique, bon, ta formation, tout ça, parce que ça va descendre. Mais si pas vraiment, tu n'as pas convaincu encore ton PDG, tu n'as pas convaincu ton administration encore, mais tu as une équipe qui veut, bien, on commence avec le toolkit à se mettre en forme, à avoir ces compétences-là, à les mettre en œuvre, pas en silo, comme équipe tout le temps, pour être capable d'offrir des soins qui sont de qualité. Et ça, là, la trousse, c'est vraiment la base pour offrir des soins de qualité. Alors, pour moi, on commence comme ça, puis si mon équipe ne veut pas le travailler, c'est à moi, c'est ma responsabilité professionnelle. Peut-être que je vais en entraîner un autre, mais on peut utiliser cette trousse-là, comme c'est des compétences minimales pour tout le monde, je pense qu'on peut les utiliser à plusieurs sauces, là, autant en formation initiale qu'en formation continue, qu'en évaluation continue. Bon, je te remercie énormément, Louise, pour de nous avoir partagé ton expérience et ton enthousiasme aussi pour la question, ça c'est clair, on le perçoit. Et oui, et puis on va surveiller la sortie de la trousse en français bientôt. Et puis, ben, merci beaucoup. Et puis Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.